De Gurs à Auschwitz. Un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Un podcast pour ne pas oublier. Car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Dans ce 5e épisode, nous allons nous intéresser aux liens de la population locale avec le camp de Gurs. Nous allons écouter Pierre Laribité, adolescent pendant la guerre. Il habitait à 300 mètres à vol d'oiseau du camp, dans une maison en pierre où il est né, où il a toujours vécu jusqu'à sa disparition en 2011. Le 4 avril 1939, il a vu arriver le premier camion Ben, chargé d'hommes fatigués, serrés comme des sardines, les premiers réfugiés espagnols. Le 30 juin 1940, il faisait le foin avec son père quand il a vu débarquer 40 camions de l'armée allemande. Ils venaient chercher des brigadistes et des juifs allemands ou autrichiens qui avaient fui leur pays. En octobre 1940, plus de 6000 juifs arrivent du pays de Bade. L'hiver est rude, les conditions de survie horribles. Les morts étaient annoncés par des vêtements à vendre. Le père de Pierre n'a jamais voulu en acheter. Puis, la période la plus sombre du camp, qui devient la base de déportation des Juifs. Pierre se souvient. Les convois partaient à l'aube. On disait qu'ils partaient vers d'autres camps, mais on ne savait pas où. Voilà, je m'appelle Pierre Laribité. Je suis né à Prešov-Josbek, je suis là dans ma maison natale. J'étais agriculteur jusqu'en 1962. Et j'ai été maire de la commune de 1971 à 1989. Et j'étais maire au moment où l'amicale du camp de Gurs s'est formée, parce que le camp de Gurs est situé sur 3 communes, Prešov-Josbek, Donjen et Gurs. Ce qui m'a permis de connaître pas mal de dirigeants de l'amicale, parce que c'est une chose qui me tenait quand même à cœur, parce que le camp de Gurs, la mémoire du camp de Gurs a été occultée trop longtemps. Pendant de nombreuses années, on n'en a pas parlé du tout. Pour quelles raisons sont peut-être faciles à évoquer. Peut-être s'agit des gens qui ont eu des responsabilités dans l'administration de ce camp. Enfin, ça, je ne citerai aucun nom, parce que j'étais jeune à l'époque quand le camp s'est construit, j'avais 12 ans en 1939, pour l'arrivée des républicains espagnols et des brigadistes internationaux, ou internationaux, qu'une certaine presse nous avait présentés comme des assassins, des criminels, des pilleurs d'église, etc. Et puis finalement, nous nous sommes rendus compte, lorsque ces gens-là ont eu le droit de circuler, plus ou moins librement, que c'était des gens comme les autres. C'est sûr que la construction du camp, ça a été peut-être un essor économique pour la région, parce que ce camp a été construit en 45 jours. Et au mois de mai 1939, le camp de Gurs, si vous voulez, c'était la 3e ville du département, après Pau et Bayonne. Il y avait 2 fois plus d'habitants à Gurs qu'à Oloron. Alors, évidemment, quand ça a été presque une attraction, tous les dimanches jusqu'à la déclaration de la guerre, sur la route qui longe le camp, il y avait entre 1000 et 2000 personnes tous les dimanches qui venaient regarder les gens derrière les barbelés. D'ailleurs, il y avait même la police, les gardes mobiles à cheval qui faisaient la circulation, parce que c'était la route Oloron-Bayonne, une route assez très fréquentée. Par contre, ce que je me rappelle très bien, c'est que pas mal de familles, bon, il n'y avait que des hommes d'abord au camp de Gurs. En 1939, on n'a interné que des hommes. Et quand des membres de la famille, des femmes, ou des mères ou des sœurs ont pu arriver, se rapprocher, en principe, sont arrivés à Oloron et dans la région. Parce que quand même à Oloron, il y avait c'est une ville où il y a pas mal d'Espagnols, il y a une colonie espagnole importante, et ils ont accueilli leurs compatriotes. Et ce qui m'a touché le plus, c'est que le dimanche, quand elles venaient rendre visite à leurs parents, frères, fiancés ou maris,
elles arrivaient à pied avec leurs enfants depuis Oloron parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Il y avait pourtant le service de car régulier qui faisait 5 ou 6 fois par jour le trajet à Oloron d'Amarin sur le terre, mais il fallait avoir les moyens. Alors elles arrivaient tous les dimanches, pendant l'été, elles arrivaient à pied pour voir leurs parents qui étaient internés. 12 kilomètres. Et alors quand les gens se défilaient sur la route en face du camp, c'était un camp d'accueil. C'était pas un camp d'internement, c'était un camp d'accueil pour les réfugiés seulement. Il y avait quand même 250 km de barbelés. Alors les réfugiés se mettaient derrière les barbelés. Ils mettaient des fois un gars sur une couverture et ils le lançaient en l'air pour faire c'était du trampoline à valeur, quoi, pour se faire voir. Parce qu'en face du camp, il y avait 3 restaurants qui s'étaient montés et même une baraque où on faisait du bal. Alors, quand ils voyaient les jeunes filles qui passaient à bicyclette, avec leurs robes qui volaient, et eux, les jeunes, ils lançaient des messages, ficelés avec des pommes de terre ou des cailloux, quoi. Je suis un tel de l'armée, aviateur de l'armée républicaine espagnole, mademoiselle, je voudrais correspondre avec vous. Et moi-même, j'étais grosse, mais j'ai ramassé 1 ou 2 messages, parce qu'ils n'arrivaient pas toujours à destination, parce qu'il y avait quand même 60 ou 80 mètres. Et alors, évidemment, ils entendaient l'accordéon en face à 100 mètres à peu près. Et c'était surtout pour quand on a construit le camp, il y avait peut-être 6 ou 700 ouvriers, parce que comme main-d'œuvre, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de pelle mécanique, tout se faisait à la main. Et alors, c'était les cantines, enfin, on les avait surnommés, c'était les cantines, si vous voulez, les gens, les ouvriers, ceux qui arrivaient de loin, ils allaient manger là. Puis après, on avait quoi boire. Ils s'étaient montés là, ils ont poussé en même temps que le camp. Il n'y en a encore un qui a subsisté, mais qui était en mur, tandis que les autres c'était des baraques en bois, jusqu'à la fin du camp, 46 peut-être maximum. Il y en a un qui existe encore, parce que c'était une maison en dur, une petite ferme. Mais enfin, c'est pas le même propriétaire, maintenant ça a changé. Et alors, évidemment, les Espagnols, quand ils ont formé des compagnies de travailleurs étrangers, alors ces gens-là, ils étaient là pour l'entretien du camp, parce qu'il fallait ramasser les poubelles, et les toilettes, les résidus des toilettes. Alors c'était un train, il y avait une voie ferrée qui longeait les îlots, et au départ, c'était les Espagnols qui les poussaient à la main. L'administration, c'était l'autorité militaire qui régentait le camp. Il y avait 4 sections de soldats du 18e de Pau, le 57e de Bordeaux, le 92e de Clermont-Ferrand et le 49e de Bayonne. D'ailleurs, il n'y avait pas assez de place. Bon, il y avait 42 baraques prévues pour la troupe. Et comme peut-être quand le camp même était ouvert, toutes les baraques n'étaient pas terminées. Par exemple, la Préchade Josbec, c'était le 92e de Clermont-Ferrand qui était logé là. Toutes les granges vides, les maisons vides ont été réquisitionnées. Les maisons vides, non occupées, quoi, et les granges vides. 92e, il y avait une section, peut-être 60 ou 70, quoi. À vol d'oiseau à 300 mètres. De l'entrée officielle, quoi. Parce que l'entrée officielle est sur la route de Moléon. Parce qu'il y avait ça c'est l'entrée, la porte sud, on appelait. Et la porte nord, elle est pas loin du cimetière, quoi, si vous voulez. J'avais 20 ans quand le camp a été complètement démoli en 1947. Parce qu'à partir de 1941, pour loger, parce que bon, l'armée a été dissoute en 1940. Il ne restait que 100 000 hommes, à peu près, je pense, dans la zone sud. Alors, bon, il y a eu beaucoup de cadres de l'armée qui ont été licenciés. Mais enfin, ils se sont reconvertis dans le civil parce que c'était la police nationale, on l'appelait les gardes civils, ils avaient une tenue bleue, enfin, peut-être un peu plus foncée que ça, quoi. Ils n'étaient pas armés, pas les gardiens civils. Parce qu'au départ, c'était les militaires qui gardaient l'extérieur du camp, et les gardes mobiles, le GMR, quoi, avec le képi, le galon, ils étaient à l'intérieur du camp. Parce que le camp, bon, ça peut-être Madame Lachali vous l'a dit, était divisé en 13 îlots. Un îlot, qu'est-ce que c'était? C'était un camp dans le camp. Parce que si vous étiez interné à l'îlot A, vous n'aviez le droit de circuler que dans l'îlot A. Sauf les responsables d'îlot, quoi. Parce qu'il y avait une infirmerie dans chaque îlot et une cuisine dans chaque îlot.
Et alors, pour les visites, il y avait une baraque qui servait de parloir, comme une prison, pareil. Et j'ai connu une dame qui a été, je ne me rappelle plus son nom, son mari, c'était une Française, parce que à l'arsenal de Tarbes, je pense qu'il y avait eu des révoltes, je pense que Tarbes c'était une ville communiste. Et alors, tous ceux qui ont fait du chahut, ils les ont mis à Yagurs ou ailleurs. Elle est arrivée presque entre Pau et Oloron en bicyclette, mais elle n'a pas pu voir son mari. Parce qu'il était la bande de visite, puis peut-être qu'il était catalogué entre guillemets, peut-être dangereux, ou, etc. Elle a dû revenir chez elle, elle a dû faire près de 100 km pour rien. Ah oui, en 39, il n'y avait que des hommes. En 39, il n'y avait que des hommes. Bon, mais je pense qu'au moment de la déclaration de la guerre, le camp était presque vide. Ils avaient formé des compagnies, et puis ils s'étaient engagés dans la Légion. Il y en a qui s'étaient engagés dans la Légion. D'autres sont rentrés en Espagne parce qu'on leur a tendu un piège, on leur a dit vous pouvez rentrer en Espagne. Ils l'ont cru, ils sont repartis là-bas, et certainement qu'ils ont dû être emprisonnés encore. Et il y en a qui sont restés à la région parce que les agriculteurs, parce que comme la guerre est arrivée en France, le septembre 1939, les hommes français ont été mobilisés. Il y en a qui sont partis dans les fermes, qui sont restés là pendant toute la durée du camp. Ils travaillaient chez les agriculteurs, ils étaient logés là-bas, là, quoi. Par exemple, on avait un voisin ici, lui, il a eu un Bulgare pendant toute la guerre, c'était un gars de l'armée internationale, la brigade internationale, pardon. Il est resté là, et alors son patron était prisonnier, mais il est quand même resté jusqu'à ce qu'il soit revenu, parce qu'il est revenu comme modo 45, il est resté là jusqu'au modo 45. Après il est parti, on n'a plus de nouvelles, quoi. Alors, les femmes sont arrivées, à partir de quand les Allemands ont lancé l'attaque le 10 mai 1940, peut-être quelques jours avant, c'est une nouvelle catégorie internée qui est arrivée, quoi. Disons que c'était, bon, parce qu'on parle toujours des Juifs, mais parce que c'était des gens, des Allemands et des Autrichiens qui avaient fui le régime nazi. En général, il y avait beaucoup de Juifs. Et en 1940, le ministre de l'époque, le ministre de l'Intérieur de l'époque, je pense que c'était M. Mandel, a interné, du moment qu'il n'était pas naturalisé, tous ceux qui n'étaient pas naturalisés ont été internés. À Gurs et ailleurs, parce que les camps, il y a pas. Bon, Gurs a été un des principaux à la zone sud, évidemment. Et puis à la débâcle, on peut dire, à la débâcle, ces gens-là, je pense que le commandant militaire du camp a dû leur dire vous partez, tâchez de vous débrouiller pour. Seulement, on les a obligés à reculer de 50 km de la ligne de démarcation. Alors, ce qui fait qu'ils ont atterri beaucoup dans la région de Naï, de Pau, tout ça. Alors après, évidemment, ceux qui ont pu, ils sont partis aux États-Unis, soit par la Méditerranée ou par l'Espagne, enfin, puisque de toute façon, la frontière espagnole jusqu'à l'Italie, c'était en zone libre. Et parce que ici, il y a eu d'autres familles de juifs allemands. Ils sont restés peut-être, je sais pas, peut-être un an. Et puis après, en 41, comme ça, ils sont partis. Ils sont partis vers Pau. Et puis après, j'en connais, enfin, le chirurgien qui avait diagnostiqué la maladie de mon frère, lui, il est parti aux États-Unis. Et sa fille s'est mariée avec un gars de village. Mon frère, il a eu enfin, c'était une céphalite léthargique, quoi. Il avait paralysé d'un côté. Alors, malheureusement, ça s'est déclenché en juin 40, au moment où ça allait très mal en France. 18 ans. Et alors, ce Saint-Juif qui était là, qui était logé à Préchac, il est venu, bon, parce que le médecin traitant était mobilisé, enfin, c'était la grande pagaille. Et il a donné le diagnostic, il a dit que, bon, il a mon père, votre fils est gravement malade, mais il est guérissable, seulement il faudrait l'amener dans une faculté, Toulouse ou Bordeaux. Bordeaux était occupé, et pour aller à Toulouse, c'était là, il y avait plus de cas, enfin, c'était la grande pagaille, on l'a mis à l'hôpital de Pau à l'observation en attendant. Et il était interné dans le camp, et là il a été libéré en juin, à la démarque, ils ont presque tous libérés, déjà en France. On a été, bon, et puis, c'était un chirurgien, spécialiste de maladies de la tête. Un juif allemand, Mayer. Je crois que, c'est dommage, oui, j'ai un document là. Je crois qu'il venait de Cologne. Parce que je sais qu'il nous disait, Hitler
choper la ville-là, et je ne sais pas combien de millions, quoi. Mais de toute façon, le moulin, le lendemain, mais sûrement, les Juifs auront la petite Blair. Et ça, il disait ça en 40. Et alors sa fille s'est mariée avec un agriculteur d'ici, puis en 46 ou 7, ils sont partis aux États-Unis. Donc la fille, je pense qu'ils se sont séparés parce que, mais enfin, son gendre est venu, il est décédé à 3 ou 4 ans, il est venu 5 ou 6 fois depuis la guerre. Mais enfin, ils avaient un fils qui était né ici, et j'ai eu la chance, j'ai connu la fille de ce fils, quoi. Il s'est converti au catholicisme, pour ne pas avoir, comme ça, elle n'a pas été inquiétée, quoi. Elle est restée là toute la guerre. Et on l'envoie à l'hôpital de Pau, à Pau, il a pris le pleurésie. Alors, le paradoxe, c'était un Tchèque qui était malade du camp de Gus qui s'occupait de lui. Parce que c'était pas l'hôpital comme maintenant, c'était des salles de 40 ou 50 personnes, quoi, c'était pas, il y a 60 ans. Et alors, il est revenu à la maison parce qu'il avait pris froid, et puis lui, avec du vin chaud, de la cannelle, et l'aspirine, il a arrêté tout ça. Puis après, il est reparti. Alors, c'est un médecin militaire repris de Val-de-Grâce de Paris qui a donné le même diagnostic que le juif, que le docteur allemand. Alors, il a été opéré dans une clinique à Pau, mais le chirurgien qui l'a fait n'était pas qualifié pour ça. Peut-être qu'il. Mais enfin, il y a de fortes chances que si on avait laissé opérer le docteur allemand, parce que lui disait toujours, moi, si on me donne ma chance, moi je l'opère. Parce qu'après, le mal va empirer. Ah non, il avait demandé l'entrevue avec le médecin-chef de l'hôpital de Pau et ça a été refusé parce qu'il était juif et allemand. Il était opéré, il est mort le lendemain, en septembre 40. Ça ne veut pas dire que peut-être qu'il aurait été sauvé, mais enfin, s'il avait été pris à temps. Mais ça, c'est sûr que même le curé de l'époque, je peux le raconter maintenant, de toute façon, le curé et moi, le jour des obsèques. Il est venu à la cérémonie religieuse, le docteur, parce que je n'étais pas, vous êtes jeune, autrefois, à moitié de la messe, pour les obsèques, on descendait, on appelait ça l'offrande, aller embrasser le Christ. C'était le prêtre. Quand le médecin juif est arrivé, il a retourné le Christ contre sa poitrine, pour voir qu'il l'embrasse. Puis, au suivant, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, parce que moi j'étais à 2 mètres du curé, avec mon père, quoi, la famille, là. Sur le moment, puis en prenant de l'âge ou du recul, je dis quand même, parce que je sais que quand le juif avait donné ce diagnostic, le curé est venu. Parce que mon frère chantait à l'église. Alors, il a dit, bon, mais c'est un économe, il peut se tromper. Il disait ça, parce qu'après j'ai analysé, mais parce que c'était un juif, il ne pouvait pas le sentir en peinture. Le 25 ou le 29, les 3 derniers jours d'octobre 40, c'était d'autres locataires qui arrivaient là, c'était les 6500 juifs. Oui, mais entre-temps, quand même, ils avaient arrêté les juifs en France aussi, parce que la guerre aux juifs a commencé en juillet 40, même en zone libre, parce qu'on a commencé à les interdire de professer dans certaines professions, etc. Quoi. Et alors là, il y a 6500 juifs qui sont arrivés du Pays de Bade, du Palatinat, beaucoup de personnes âgées. On voyait passer les camions, mais ce n'étaient pas des camions découverts, hein. Il étaient engoncés dans les veines, quoi. Et puis, je vous dis, après, bon, ils ont fait. La semaine avant Noël, il y a eu une espèce de trêve, et on a laissé sortir les jeunes, peut-être jusqu'à 20 ans, quoi. Alors, ils venaient taper dans les fermes, et nous faire le signe qu'ils avaient faim, et ils sortaient de l'argent, ceux qui en avaient, peut-être tout le monde n'en avait pas non plus. Seulement. Voilà, d'ailleurs, fin novembre, décembre, janvier, février, décembre 40, janvier, février 41, il y a eu plus de 600 décès là. Parce que alors en plus de ça, c'est un hiver qui a été très rigoureux. Alors dans des baraques sans aucun confort, ils avaient peut-être un poêle pour la baraque, mais enfin il fallait du bois, et le bois, il n'y avait pas du bois sec. Hein. Alors c'était des baraques où il y avait 50 personnes, pas de fenêtres, c'était des vasistas. Si on voulait la lumière, il fallait l'ouvrir, s'il faisait froid, il fallait fermer. Des baraques 25 mètres 24 mètres de long sur 6 mètres de large. Aucun meuble. Alors ils suspendaient la frusque où ils pouvaient.
Et le robinet de l'eau était à l'extérieur. Les toilettes étaient à l'extérieur de la baraque. Il fallait, c'était des KGV avec une vingtaine de lessives, enfin, ils appelaient ça les tinettes, quoi. Une vingtaine de trous de chaque côté. Il fallait monter 5 ou 6 marches. Alors, comme le terrain est très argileux, en dessous, enfin, ça retient l'eau, alors quand il pleuvait, c'était des cloaques, il y a des personnes âgées qui se... Et puis, ils s'étaient défendus d'y aller le soir, à partir de 10 heures, ils n'avaient pas le droit d'y aller, mais après, quand il y a eu beaucoup d'essais pour ça, de la diarrhée, et puis des œdèmes de malnutrition. On ne le voyait pratiquement pas. On les a vus pendant l'été 39, quand il y avait la colonie espagnole, bon, parce que les Espagnols, c'est la terre, c'est des exubérants, on les voyait, mais autrement, quand les Juifs sont arrivés, ils devaient rester dans les baraques, ou ils allaient dans l'îlot, enfin, ils venaient pas tellement, ils tendaient leur frusque, le linge sur le barbelé ou comme ça, quoi. Je pense qu'il y en a eu qui ont eu le droit de sortir, plus ou moins, parce qu'il y a un ancien interné qui vient chaque année, M. Olthausen, qui m'a raconté, enfin, bon, parce qu'il s'occupe maintenant d'un groupe de judéo-chrétiens, et alors, presque tous les 2 ans, il fait un périple, il vient à Orador, ils font les camps à Gur, Rivesaltes, enfin, alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Alors il me disait qu'il avait acheté des haricots blancs, ça devait être en 42 certainement, dans un patelin, parce que, alors le paysan devait les préparer pour la semaine après. Seulement, entre-temps, il y a eu l'évasion du général Giraud, toutes les sorties ont été interdites. Alors il me disait, je ne sais pas si M. Soucarros a encore les haricots, mais il me le disait il y a 15 ans comme ça. Hein. Enfin, maintenant, le paysan était décédé, quoi. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Bon, peut-être c'était un responsable d'îlot comme ça, parce qu'il fallait qu'il y ait quand même des interprètes ou du contact avec la direction, quoi. Je pense qu'il y avait des visites, mais enfin, toujours pareil, comme ils arrivaient d'Allemagne, il devait y avoir des visites de quelques corréligionnaires, oui, puis des responsables de mouvements caritatifs. C'était le même. Par contre, enfin, je pense qu'au point de vue culturel, il y avait beaucoup de... Ils ont formé des troupes de théâtre, ils faisaient des cours de musique, il fallait qu'ils passent le temps. Il fallait qu'ils passent le temps. Puis alors, en 1942, quand la France a été occupée, le 11 novembre, il y a le camp de Rivesaltes, une bonne partie du camp de Rivesaltes qui a été transférée à Gurs. Et à ce moment-là, sur le côté gauche de la route de Vermolian, on a construit des baraquements pour les gardiens et leurs familles. Il y avait 27 baraques de 50 mètres sur 8, avec 7 logements par baraque. Alors bon, c'était des baraques en tuiles, en bois, mais enfin, il y avait quand même l'eau ils avaient le sanitaire et l'eau dans la baraque, quoi. Et alors là, il devait y avoir entre 5 ou 600 personnes et à ce moment-là, ils ont créé des écoles. Et quand le camp de Rivesaltes a été transféré à Gurs, il y a 4 enseignantes qui sont venues de Rivesaltes. Alors elles faisaient l'école aux enfants des internés. Et alors nous avons gardé toujours contact avec une institutrice qui est maintenant à Pau, qui a 80 ans. Et elle a réussi, quand les Allemands, parce que la commission d'armistice allemande venait très souvent pour contrôler l'identité des internés. Alors quand ils apprenaient que les Allemands étaient en visite, parce qu'il y avait 2 Autrichiennes dans son école, qui étaient des jeunes filles, alors elles partaient en promenade, elles les mettaient à côté d'elles. Si jamais les Allemands, si quelqu'un demandait quelque chose, elles les faisaient passer pour des institutrices. C'était des Françaises qui faisaient l'école, des institutrices françaises qui leur faisaient l'école. Alors je pense qu'elles sont décédées les deux, mais elles ont correspondu très longtemps avec l'une d'entre elles. Oui, parce qu'au camp de Gurs, il y a eu 53 nationalités. Parce que bon, c'est surtout des brigadistes internationaux qui sont arrivés du monde entier, parce que il y a le pacte de non-agression, personne n'a aidé les républicains, mis à part l'URSS, en payant contre-paiement, je pense. Ils leur ont fourni des avions et des trucs comme ça, parce que les franquistes ont été aidés par Hitler et Mussolini. Puisque quand on a bombardé Guernica, c'est des avions allemands qui ont détruit le 26 avril, je ne sais pas si c'était 37 ou... J'ai terminé mon scolarité en 41, j'ai fait que la communale. Je ne suis pas un historien. J'ai eu le certificat d'études en 39, après j'ai continué les études, mais comme mon frère était mort, mon père était désespéré, alors il disait c'est toujours pareil, il va falloir que moi je continue à travailler tout seul.
Parce qu'il fallait quelqu'un que... autrefois c'était ça, il fallait continuer à la ferme, mais maintenant c'est plutôt pareil. Même depuis la guerre, il y en a beaucoup qui sont partis. Enfin, puis c'était des petites exploitations, 7 ou 8 hectares, mais on travaillait à la main. À la main, avec des vaches ou des bœufs, on n'avait pas de tracteur, il n'y avait pas de tracteur. J'ai 42 ans, j'ai fini ma scolarité en février. Je travaillais, j'étais mon père, il venait chez moi et ailleurs. Il tapait à toutes les portes. Même je sais que ma mère, ma sœur, c'était un juif, un docteur roumain. Il est venu manger 3 ou 4 dimanches. Il avait une assiette de soupe, un bout de garbure, comme vous voulez, une tranche de confit, il y en a, et un peu de fromage, il allait manger à la pièce à côté, tout seul, quoi, et il donnait, enfin, il demandait pas, enfin, il donnait ce qu'il voulait. Et, bon, il était peut-être un peu, il avait un pécule, je sais pas, il avait peut-être un peu d'argent. Parce qu'aussi, là, oui, j'ai pas pensé à vous le dire, ça. En 40, nous avons hébergé 2 Autrichiens, qui étaient prestataires de l'armée française, ils arrivaient de Saint-Nazaire. Et alors, j'étais en train de travailler au champ avec mon père, pas très loin d'ici, c'était un peu à l'entrée de la nuit. Alors, ils avaient leur valise à la main, ils demandent est-ce que vous pourriez nous héberger pour la nuit. Alors, mon père leur a demandé les papiers, quoi. Alors, il a dit que oui. Alors, on arrive ici, ma mère était folle de colère, parce qu'elle dit t'es pas fini de nous faire ramener des gens, parce qu'on était devant tous les jours, il y avait des gens qui, en juin 40, là, en juin, juillet. Alors on leur a fait cuire, enfin, l'un était musicien et l'autre écrivain. Et pendant que ma mère faisait cuire une tranche de jambon et un œuf, à la cheminée avec la flamme, pas comme ça, hein, pas par terre, quoi. Il y en avait un qui dévorait cette tranche de jambon avec les yeux. Hein. Puis ils ont mangé, puis ils sont partis ils ont demandé, parce qu'il y avait encore des épiceries, un bureau de tabac au village, ils ont été acheter des cigarettes, puis ils sont revenus. Alors mon père leur a dit, bon, vous allez, pour ce soir, vous allez dormir en haut de la grange, sur le foin, quoi. Mais les allumettes, les cigarettes, vous les laissez en bas, hein. Ben oui, il n'y a pas eu de... Alors ils se sont levés le matin, là, bon, ça c'était pas une pièce à l'époque, il y avait un puits, là, il y avait une pompe. Ici, il y avait une petite fenêtre, ils ont fait leur toilette là, ils ont pris le café au lait, sans sucre, parce qu'on avait déjà, nous étions rationnés, ils n'ont même pas voulu la zagarine, ils ont mangé comme ça. Alors là, est parti, il a dit, oh, je vous laisse mon copain, vous allez peut-être assister à son mariage. Il avait sa fiancée qui était internée au camp. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont venus vers ici, quoi. Et alors pendant 10 ou 12 jours, il allait la voir tous les jours, quoi. Et alors le 30 juin 1940, quand ce fameux convoi de camions allemands est venu au camp, il les a aperçus, il est rentré à minuit. On se disait qu'est-ce qui est arrivé, parce que quand il a vu les uniformes allemands, c'était un antinosi notoire, il s'est enterré dans un buisson, il a attendu carrément qu'il fasse nuit pour rentrer, quoi. Et alors sa fiancée est sortie après, je ne sais pas, début juillet. Et pendant les 10 ou 12 jours qu'il a vécu tout seul, il avait 30 francs dans la poche quand il est arrivé, et quand sa fiancée est sortie, il avait encore 30 francs. Il a vécu avec le bol de café au lait qu'on lui donnait chaque jour. Parce qu'on aurait pu lui donner autre chose, mais il était tellement discret, il s'est contenté de ça, quoi. Et alors après, quand sa fiancée est sortie, bon, elle avait un peu d'argent de poche. C'était la saison en juillet, il y avait quand même des tomates, il y avait des légumes et tout ça, mais il a grossi de 4 ou 5 kilos. Alors, ils sont mariés fin juillet, je pense. C'était mon père et un oncle qui ont servi de témoins, quoi. Ils étaient logés sur un hangar agricole, quoi. Il n'a pas d'argent, on leur a rien demandé, parce qu'il y en a, ceux qui avaient de l'argent, ils logeaient chez des gens, parce qu'ils louaient des chambres comme ça. On leur a rien demandé. Et alors, il a reçu un jour une convocation, il avait ses bagages à la gare de Castelnau, Rivière-Basse, c'est-à-dire une ligne de chemin de fer entre Auch et Tarbes. Ils sont partis à pied. Mon frère était à l'hôpital, ils ont été le voir en passant. Bon, on n'a plus de nouvelles, après jusqu'à Noël, on a reçu un colis. Alors il y avait un livre pour moi, un autre pour mon frère, malheureusement qui était décédé, un foulard pour ma soeur, des épices pour ma mère et ma grand-mère, un paquet de cigarettes pour mon père, une bouteille de muscat pour mon grand-père.
Ils étaient à Marseille, ils étaient marchands de 4 saisons. Mais ils n'avaient pas mis l'adresse. Ils n'avaient mis aucune adresse. Hein. Bon, on n'a plus entendu parler. Et alors en 1944, quand le maire de l'époque, il a reçu une lettre de ces gens-là, lui demandant de vouloir lui en expédier le bulletin de mariage. Parce qu'ils étaient pourchassés par la Gestapo, ils avaient dû détruire tous leurs papiers. Lui était écrivain, et elle, sur l'acte de mariage, c'était commerçante, mais parce que en 61, on reçoit une carte. C'est mon père, évidemment. C'était lui qui a écrit. Alors moi, j'ai répondu une longue lettre, quoi, je venais longue. Ma grand-mère, mon frère, ma grand-mère et mon grand-père étaient morts. Je donnais tout plein d'explications. Alors je lui ai mis que j'aurais aimé lire un de ses livres. Mais un an après, peut-être je reçois de l'une édition, des prospectus, quoi. J'ai commandé, il faisait des poèmes, quoi. Un bilingue. Bon, je l'ai reçu. Bon. Et en 72, j'étais maire depuis un an. C'est sa femme qui a écrit une lettre au maire de la commune. Je ne savais pas que c'était moi qui étais maire. Hein. Alors, en me demandant encore à nouveau l'extrait de mariage. Alors, bon, je lui ai répondu longuement, quoi, elle m'a répondu. Puis en 73, j'ai eu l'occasion de monter à Paris pour un mariage. J'ai été retrouvé. J'étais au 8e étage, par l'ascenseur, dans un grand immeuble. Et alors, elle n'a pas répondu. Enfin, de suite, mais qui est là? Elle devait regarder à travers le bigorneau, quoi. Ah, je dis, il y a longtemps qu'on se... Nous nous connaissons depuis longtemps, mais il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Vous parlez allemand? Ah non, je parle que français, encore pas très bien. Alors on a réfléchi, mais vous n'êtes pas monsieur Arrivité au moins? Alors elle a ouvert, on s'est embrassé, on a discuté pendant 1h30, quoi. Alors elle m'a expliqué qu'il voulait toujours faire le pèlerinage et revenir à Gurs. Mais vous savez, nous les artistes, on a toujours au dernier moment où il y avait toujours un changement de direction. Parce qu'entre-temps, ils avaient divorcé depuis 61, mais chaque année, ils allaient passer leurs vacances en Autriche, ensemble. Et c'est là que son ex-mari est mort d'une crise cardiaque, en Autriche. Il était membre de l'Académie autrichienne. Et ça, j'ai eu confirmation en 89 pour le 50e anniversaire de l'amicale du camp, par un Autrichien qui était à l'Assemblée. On en a discuté. Il était membre de l'Académie autrichienne. Léo Schmidt. Léo Schmidt. S-C-H-M-I-L-D. Le 30 juin 1940. On a entendu un grand bruit dans le camp. Enfin, il nous a semblé que c'était Haïla. Ils applaudissaient, quoi. Alors, on avait fait courir le bruit qu'ils étaient venus libérer des nazis qui étaient internés là, des pro-nazis, quoi, parce que bon, il devait y en avoir certainement quelques-uns. On n'a pu jamais rien savoir exactement, seulement je pense qu'ils sont venus aussi chercher des Alsaciens et des Lorrains qui étaient internés, parce que l'amnistie avait été signée le 23 juin, si j'ai bonne mémoire, mais 8 jours après, le Lorrain et la Moselle étaient annexés. Parce que quand on dit Alsace-Lorraine, il n'y a eu que la Moselle qui a été annexée. Parce que la Lorraine, il y a 4 départements. La Meuse, la Meurthe-Moselle, la Moselle et les Vosges. Il n'y a eu que la Moselle qui a été annexée. Et ça, il a fallu que j'arrive en 95 pour le savoir exactement, parce que justement, j'ai rencontré cette Lorraine qui avait 8 ans à l'époque, qui est revenue en 95, qu'on correspond depuis. J'ai été la voir chez elle à Thionville, elle est venue ici en 98, 4 jours. J'étais interné, avec sa mère, et ses 3 frères et sœurs. Elle était internée, non. Sa mère était française, et elle était née en France. Alors, elle n'a jamais compris que, bon, elle m'a dit qu'on interne mon père, c'est normal, il était allemand. Mais elle n'a jamais compris pourquoi, mais il y en a eu d'autres dans son cas, hein. Parce que, par exemple, il y a une autre dame que vous avez rencontrée à Thionville aussi, internée avec elle. Elles se connaissent depuis 95. Elle était peut-être un amigo. Je ne connaissais pas. Alors là, c'était pareil. Le père de cette dame avait eu le malheur de naître entre 1870 et 1918. Il était allemand. Il est tombé orphelin il y a 10 ans. Il a été envoyé dans un orphelinat en Allemagne. Il a passé son adolescence là-bas. Il s'est marié. Et puis, quand même, il est revenu en France en 1930 ou 1931.
Mais là, c'est pareil, il n'a pas été naturalisé parce que la naturalisation l'a donné au compte-gouttes. Quand, en 40, lui et son fils ont été internés du côté de Dijon, et sa mère et la fille à Gurs. D'ailleurs, j'ai fait une copie là, que j'ai reçue ces jours-ci, de la dame avec qui je correspond tout le temps, justement. Là, il y a une famille qui a été française, d'un légionnaire, qui a été interné à Gurs. Parce qu'il y a un instituteur là-bas qui publie un article toutes les semaines dans le Républicain de Lorraine, mais dans le Républicain de Lorraine d'une partie de la Moselle, quoi, parce que c'est comme ici, par exemple, le sud-ouest, c'est Béarn et Soule, puis il y a la côte basque. Alors, c'est pas il fait la recherche sur ça, sur la période d'occupation. Parce que c'est toujours pareil, là aussi, ceux qui sont parce qu'après, en plus. C'est le père qui est venu le libérer, là. Il est venu libérer sa famille. Ils sont partis à pied jusqu'à Orthez. Ils ont couché en route dans une ferme. Et alors, comme les voies certainement ferrées étaient plus ou moins endommagées, ils ont fait le tour par Bruxelles, parce qu'ils voulaient amener ses enfants chez leur mère en Allemagne. Mais à Bruxelles, le haut-parleur a dit, Monsieur Metzen, vous êtes prié de descendre, de venir au bureau. Donc, la présence de ce monsieur les Allemands étaient bien organisés, ils savaient qu'il était hors de train. Parce que quand il a été interné par les Français, il a signé un truc de prestataire de l'armée française, parce qu'il n'avait pas le droit de porter l'uniforme français, mais il travaillait dans une usine pour l'armement ou autre chose pour l'armée française. Quand les Allemands se sont aperçus qu'il a travaillé pour l'armée française, ils l'ont interné à nouveau. Et puis il a été mobilisé, donc puisqu'il était allemand, il a été tué sur le front des Ardennes en 1944, et sa femme ne l'a su que 2 ans après. Et en 1944, quand les Allemands se sont repliés, ils les ont amenés en Allemagne. Ils sont revenus chez eux en juin 1945, on leur avait tout pillé. Alors, en France, nous étions des salles boches, et en Allemagne, des salles français. Et c'est des trucs, il y a eu beaucoup de séquelles qui sont restées, quoi. Et alors, en 1996, il y a un ancien interné politique qui est mort malheureusement depuis, M. Joannon, qui a été interné politique à Gurs-mais en novembre 40. Bon, après qu'il a été libéré, enfin, je ne sais pas, après un jugement par le tribunal de Poitiers. Il s'est fait reprendre à Paris, il faisait la résistance, il a été interné au camp de Struthof en Alsace, enfin, en Alsace qui était allemande, là. Puis il a été en Allemagne, bon, il a quand même réussi à... Alors il m'a dit, je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, les Allemands. Ils sont venus chercher des miliciens, des brigadistes internationaux allemands et autrichiens pour les amener à Mauthausen. Ils les ont déportés. Et pourtant, ils ont déporté dans le camp de Mauthausen. Mauthausen, en Autriche, je crois qu'il y a 4000 Espagnols qui sont décédés là-bas. Ils sont venus chercher les brigadistes internationaux allemands et autrichiens, c'est-à-dire qui avaient lutté contre Hitler. Je l'ai appris il y a 2 ou 3 ans. Et encore, parce qu'il y a un gars au Hollande qui a fait une conférence sur Mauthausen, j'ai posé la question, il n'en était pas sûr. Enfin, est-ce que l'autre était sûr? Moi, je me suis posé la question pendant beaucoup d'années, qu'est-ce qu'il venait faire là? Là-bas, il y avait la commission, alors il a décédé depuis, mais bien sûr qu'il venait. Ils ont rapatrié les Alsaciens et les Lorrains. Les Allemands, ils venaient contrôler la liste d'Internet et puis ils les ont rapatriés. Bon, là, il se trouve que le père est arrivé, c'est lui qui les a rapatriés, quoi. Les juifs, il n'y en avait pas encore. Ça, c'était le 30 juin 1940. Et nous étions en libre. Parce que je sais que j'ai appris que le commandant militaire du camp, quand la commission venait, s'il ne s'était pas annoncé dans les formes, il repartait à Orthez. Il fallait qu'il s'annonce à l'avance, quoi. Non, il venait souvent. Il est ramassé pendant la nuit. Comme ça, mais on les dit, ils s'en vont dans un autre camp. On les transfère, mais on nous a jamais, enfin, très certainement que la direction du camp devait savoir où il partait. On ne sait pas l'identité de tous les cas, on était loin de... On savait qu'il y a celui de Riverdaltes et celui de Gurs, après on a appris qu'il y avait le camp de Noé, parce qu'ils ont fait le recensement de tous les camps en France. Mais en 1939, c'était le seul camp du département, dans les Basses-Pyrénées, parce que nous étions les Basses-Pyrénées, c'était pas les Pyrénées-Atlantiques. Il y avait un camp à Hydron, enfin ça c'est pas... À Hydron, là, c'est les collaborateurs, les trafiquants de marché noir qui ont été internés là. À Gurs aussi, ils ont été ceux-là, après en 1944. Il y a eu deux combats de déportation en juillet ou 1942 et nous étions encore en zone libre. Alors, mais la censure, enfin,
camp, on allait dans le camp que ceux qui travaillaient, les gardiens. On pouvait aller dans le quartier administratif à condition de dire qui en avait droit. Justement, on restait derrière la barrière. Une fois, je me rappelle que j'ai été à une cérémonie de communion solennelle pour la fille d'un gardien qui nous avait invités pour la cérémonie religieuse. Enfin, il y avait une chapelle, une baraque qui s'appelait chapelle. Et je pense que c'était cette même baraque qui servait à parloir aussi auparavant au train. André, avec mon père, les agriculteurs de la région, avait les vaches et les charres pleines de paille. L'administration du camp était venue acheter de la paille à tous les agriculteurs du coin. Et je sais que les Espagnols, quand ils ont vu arriver cette paille, ils étaient contents parce que c'était. Mais maintenant, est-ce qu'on leur a changé souvent? Parce que le gars qui est le directeur politique, là, il m'a dit moi je suis arrivé en mai 40, c'est la même paillasse, la même paille jusqu'à novembre 40. C'est les rats qui faisaient le ménage. Alors je m'ai été changé, là. D'ailleurs, en 1996, il y a eu un camp de vacances franco-allemand, c'est-à-dire les petits enfants du Palatinat qui sont venus à Gurs une semaine, ils ont fait une petite allée de mémoire. Là. Il est venu pour parler avec eux, il a dit qu'au point de vue hygiène, Gurs a été le pire de tous. Pire que l'Allemagne, au point de vue hygiène. Mais le camp a été complètement démoli, c'est-à-dire les baraques qui habitaient les gardiens, en 1947. Septembre 1947. Ces baraques ont été remontées, achetées par la beaucoup de ces baraques ont été achetées par la SNCF et remontées à la région parisienne. Tout a été vendu au pilier, enfin, parce que les baraques légères, enfin, il y a eu des forts terribles aussi. Et les portes, les fenêtres, et tout ce qui pouvait avancer. Le tiers, je l'ai connu à partir de 62 heures. Peut-être que j'étais passé une fois, mais à Paris 62, quoi. Depuis qu'il a été réhabilité, là, c'est rare que je manquais très peu de cérémonie du mois d'avril. Et depuis que j'étais maire, là, j'ai été. Je pense qu'elle a été, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été instituée, cette journée de déportation, pas de suite après la guerre, je ne pense pas, ça a été, et là, on a marqué cette cérémonie. Enfin, les Allemands, il y a les Allemands, les autorités allemandes qui viennent. J'étais à l'inauguration aussi du cimetière, là il y avait peut-être 1500 anciens internés qui sont venus, là il y avait pas mal d'internés allemands qui sont venus. Parce qu'il a été refait en 62. Parce que ça je l'ai appris avec madame Dachary il n'y a pas longtemps. Parce qu'au départ, au cimetière, il n'y avait rien d'inscrit. C'est à partir de 1944, quand ils ont vu, c'est elle qui me l'a dit comme ça, quand ils ont vu que la victoire changeait de camp, on a autorisé les ponts et chaussées, je pense, à s'occuper du cimetière. D'ailleurs, il y a des vieilles tombes qui sont dans un coin. Alors, on avait mis une plaque pour chaque corps, sur le corps, et à la tête avec le nom et la croix. Je suis rentré à l'amicale en 88, même un peu avant. En 83, je suis rentré je cotise, à Deram. Et en 88, on m'a nommé, si vous voulez, membre de la présidence, en tant que maire. Et à partir de 91, M. Lahari, un jour me téléphone, il me dit, voilà, je viens avec un quart de scolaire d'un lycée de Morens, vous prenez la moitié du quart, moi l'autre. Voilà, la visite a été faite en 20 minutes parce qu'il pleuvait des cordes. Et quand on est remonté dans le car, il me dit, à partir de maintenant, vous allez vous débrouiller tout seul. Au départ, ils ont été très déçus parce qu'ils s'attendaient à avoir des baraquements. Maintenant, bon, on a planté une forêt, et de toute façon, le camp par lui-même, et alors il faut leur expliquer ce qu'il y a eu, quoi. Parce qu'il y a des adultes aussi qui viennent maintenant, des gens de notre âge, qui habitent pas loin de Laurent, ils ne savaient pas ce que c'était le camp de Gurs. Souvenir, vous savez, le souvenir, quand on passait là, si vous voulez, à 12 ans, quand on longeait le camp de Gurs, on avait presque peur, parce que on voyait tous ces gens-là, tous ces baraquements sombres et tout ça, on avait presque peur de traverser, c'était la lame de Gurs, si vous voulez, au départ, ça nous faisait presque peur. Parce qu'on nous avait tellement dit que faites attention, si jamais vous trouvez l'espagnol, ou ils sont dangereux, etc. Mais après, on a réagi vite, oui. Et puis le souvenir des gens qui venaient frapper à la porte pour nous demander à manger, il n'y avait pas que les juifs, il y avait des espagnols aussi. Mais enfin, les espagnols, ceux qui travaillaient, ils avaient un petit pécule, alors ils venaient acheter des œufs, du lait, même un peu de volailles, qui faisaient cuire pour les revendre aux juifs, parce que bon, il y a eu le marché noir, certainement, mais enfin, grâce au marché noir, il y a certains intervenants qui ont survécu.
Tout le monde cherchait la bouffe. C'était dans toute la France pareil. Parce qu'il y avait la réquisition, parce qu'il fallait nous on a donné 6 vaches, enfin, on a donné un payant, enfin, réquisitionné, et ça partait pour les Allemands. Il ne faudrait pas revoir ça, non, pour bien faire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler. Ils ne s'en rappellent pas, ils ne voulaient pas, ou alors ils se rappellent des profits qu'ils ont pu en tirer. Bon, il y a des gens qui sont enrichis aussi avec le camp de Gurs. Parce qu'il y en a même qui trouvent très drôle comment ça se fait que tu t'occupes, que tu es. Moi, ça me plaît, et puis c'est tout. Hein. J'espère que ce 5e épisode vous a plu. Je remercie le Mémorial américain de la Shoah pour la mise à disposition de cet enregistrement effectué en 2000. Le témoignage de Pierre Laribité est important car il a toujours voulu que l'histoire du camp de Gurs ne sombre pas dans l'oubli. Et c'est vrai que faire face à cette histoire, c'est aussi faire face aux parts d'ombre, à notre part d'ombre. L'histoire, c'est cela aussi. Se confronter à la réalité, et la réalité n'est pas toujours joyeuse et pas toujours élogieuse. Dans une guerre, il se passe de tout. Des actes généreux, mais aussi des actes intéressés. Et j'aimerais finir sur les paroles de Né en 17 à Landenstein de Jean-Jacques Goldman. Que ferions-nous si nous étions nés en 17 à Landenstein? Serions-nous complices ou bourreaux? Qui le sait? Je crois que personne ne le sait. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens. Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage 2 fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com. À très vite.